Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour parler de structure de données et d'algorithmes, et particulièrement aujourd'hui d'algorithmes de tri avec le bubble sort et le selection sort. Dans la précédente vidéo de cette playlist, on avait parlé de la linear and binary search, qui concrètement, si on fait un petit résumé, j'essaierai de mettre le lien dans la description si je n'oublie pas, si vous n'avez pas vu la vidéo, de toute façon, elle est dans la playlist sur toute cette thématique. Et concrètement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'était super facile de rechercher à partir du moment où notre set de données était déjà trié. On avait une méthode super qui s'appelle la binary search, la recherche séquentielle en français, mais bon, on aime bien utiliser les termes en anglais ici, et c'est très très efficace pour rechercher. Encore faut-il qu'on ait une liste triée. Et aujourd'hui, c'est justement un peu la question qu'on va se poser. C'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que trier, c'est plutôt simple, mais ça ouvre à pas mal de petites questions, et il faut pas faire trop de bêtises. Et du coup, on va essayer justement de mettre ça en place et voir un petit peu pourquoi c'est le nerf de la guerre, justement, le triage dans nos sets de données. Du coup, on va prendre un tableau avec des valeurs qui ne sont pas triées. 1, 4, 2, 3, 7, 0. On va essayer bien, à chaque fois que je vais parler de triage, de trier, c'est dans l'ordre croissant, bien entendu. On pourrait le faire dans l'ordre décroissant, ce serait pas un problème, mais nous, on veut le faire dans l'ordre croissant parce que c'est un petit peu plus naturel. Ok, du coup, naturellement, on peut imaginer qu'on a ce tableau et que chaque case, c'est des petites pièces d'un tableau. Imaginez que vous avez ça devant vous sur votre table, sur votre bureau, et en fait, vous pouvez manipuler un peu ces données-là, ce qu'on peut faire dans n'importe quel langage de programmation. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment je peux trier de manière très 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 naïve? Je pourrais me dire, ok, en fait, je vais regarder mon tableau, je vais repartir à partir de ma première case, le 1, je vais regarder le 4, le 2, le 3, le 7, le 0, et je vois que le 0, c'est la plus petite valeur. Et je vais prendre cette plus petite valeur, et du coup, je vais me dire, si c'est la plus petite valeur et que je veux trier dans l'ordre croissant, par défaut, je vais la mettre dans la première case. Le problème, c'est que j'ai mon 1 ici, qu'est-ce que j'en fais? Tout simplement, je vais le repositionner parce que je peux pas laisser une valeur comme ça dans le vide. Alors en fait, en théorie, si, bien entendu, je le peux, mais ce serait peut-être un peu problématique parfois, donc dans le doute, on va pas faire ça. Du coup, je pourrais me dire, le 1 là, je vais le ranger quelque part. Et je vais le ranger où? Je vais le ranger dans la précédente position du 0, du chiffre 0, qui était donc la dernière case. Du coup, là, maintenant, je vais refaire le même procédé. Donc, c'est-à-dire que je vais partir à cette fois plus de la case 0, plus de l'index 0 de mon tableau, on se rappelle la vidéo sur les tableaux. Pourquoi? Parce que ça, je sais que c'est trié. Je sais que c'est la plus petite valeur qui était existante. Maintenant, je vais chercher, entre guillemets, la deuxième plus petite valeur. En fait, pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est que cette fois, je considérais le tableau en commençant à partir de la case où il y a le 4, donc de l'index 1. Donc je vais dire, ok, quelle est la plus petite valeur? 4. Ensuite, je regarde à côté, je dis 2. C'est 2 la plus petite valeur. Ensuite, je regarde la case d'à côté, je vois que c'est 3. Je dis, c'est pas ça, c'est toujours 2 ma plus petite valeur. Ensuite, je regarde l'autre case, 7. C'est toujours 2 ma plus petite valeur. Et là, je vois une case avec 1 et je dis, là, c'est ma plus petite valeur. Donc 1 est ma plus petite valeur. Donc je vais la sortir, comme j'avais fait avec le 0. Je vais la mettre à la place, cette valeur à la place de là où il y avait le 4. Et le 4, je vais le remplacer pour le mettre à l'intérieur de l'autre case. Et je vais répéter cette opération de nouveau avec le 2. Je vais regarder quelle est la valeur la plus petite à partir de ce point de départ-là, donc à partir de la case où il y a le 2, jusqu'à la fin, et dire, qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est facile. 2 est la plus petite valeur, donc j'ai rien à faire. J'ai pas de swap à faire. Mais j'ai quand même dû aller regarder et vérifier. Et dire, ok, est-ce qu'il n'y avait pas une plus petite valeur de l'autre côté? Pareil, de nouveau, là avec le 3, je passe du coup, puisque j'avais rien à faire. Pareil, c'est la plus petite valeur. Entre 3, 7 et 4, 3 est la plus petite valeur. Du coup, j'ai rien à faire. Mais j'ai quand même dû regarder. C'est-à-dire que j'ai quand même dû regarder les autres cases. Bon, je répète l'opération, cette fois avec le 7, donc 7 et 4. Là, je sais qu'effectivement, 7 et 4, il y a un problème. 4 est plus petit que 7, donc je vais devoir remplacer les valeurs, les swapper. Et ça y est, c'est déjà trié. 0, 1, 2, 3, 4, 7. C'est parfait. Et du coup, tout ce procédé-là qui est très naïf en soi, en fait, on l'appelle le selection sort. À chaque fois, on va aller chercher la plus petite valeur qui existe, et on va la mettre notre index où on était en train de commencer à parcourir notre tableau. Du coup, ça veut dire qu'il y a une boucle dans une autre boucle pour pouvoir faire ce genre d'opération. Mais du coup, on pourrait se poser la question suivante. Maintenant, si je pars de ce tableau-là,
Donc de cette situation-là, pas de la situation qu'on avait, donc je pars de 0, 1, 2, 3, 4, 7, donc d'un tableau déjà trié. Comment ça se passe si je réapplique la même logique? Je vais regarder la case 0, là où il y a le 0 actuellement, et je vais me dire, ok, quelle est la plus petite valeur? Je suis obligé d'aller voir les autres. Je suis obligé d'aller regarder dans toutes les autres petites cases. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a un -1 qui est caché quelque part. Et ça, je le sais pas. Nous, visuellement, parce qu'on est sur un petit set de données, c'est facile, mais il faut réfléchir en langage de programmation. Encore une fois, on essaye de réfléchir plus dans les concepts que dans le langage de programmation, hein, mais en tout cas un en particulier. Mais dans l'idée, je peux pas savoir, donc je suis obligé d'aller vérifier. Donc je pars du point 0 là, et je regardais, j'ai 1, 2, 3, 4, 7. Ah ok, c'est bon, en fin de compte, ma case, c'est bien la valeur la plus petite. Ensuite, je mets mon curseur à l'index 1, donc là où il y a le 1 actuellement, et je dis, ok, quelle est la plus petite valeur à partir de ce point de départ là? Donc je vais regarder, je vais dire, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 7. En fait, le 1, c'est bon. Et je répétais cette opération plein de fois. Donc ça veut dire que même quand un tableau est déjà trié, avec cette méthode, c'est un peu embêtant parce que je vais devoir parcourir ma liste plusieurs fois. Et c'est très important pour quelque chose que maintenant on connaît bien, sur notre Big O analysis, sur notre complexité, sur nos algorithmes. En fait, dans le meilleur des scénarios, même dans le cas d'une liste qui est déjà triée, je vais devoir parcourir plein de fois ma liste, et du coup, on va avoir O, Big O, de n carré. Pareil, du coup, dans le pire des scénarios, au final, et donc, par extension, pareil dans l'average case, donc le scénario moyen, quoi qu'il arrive, en fait. Et du coup, ça, c'est problématique. Donc on pourrait se dire, ok, on repart de notre point de départ, et on pourrait se dire, ok, je vais toujours chercher une méthode assez simple, assez facile, mais cette fois, j'aimerais quand même que quand c'est trié, ça fasse pas quelque chose de débile à ce niveau-là, quoi. Du coup, comment on va faire? Alors ça va être un petit peu plus compliqué dans l'idée, mais on va prendre un premier curseur au début de notre tableau, et on va mettre un deuxième curseur qui est sur la case suivante. Tant que celle-ci existe, bien entendu. Parce que quand on aura notre curseur sur la dernière case du tableau, on ne peut pas mettre un curseur sur la case suivante, puisqu'il n'y aura pas de case suivante. Donc il faut faire attention à ça. Dans certains langages de programmation, ça peut être problématique. Je pense à tous les langages de programmation assez bas niveau. Il faut faire attention. Mais dans l'idée, vous comprenez que, ok, on va regarder à chaque fois la case adjacente. Donc là, on va se poser maintenant une question. Est-ce que 1 est supérieur à 4 ? Est-ce que la case sur laquelle il y a le curseur bleu est supérieure à la case, enfin la valeur, bien entendu je parle, est supérieure à la valeur de la case avec le curseur rouge? 1 n'étant pas supérieur à 4, je ne fais rien, j'avance. Donc j'avance mes deux curseurs à chaque fois. En réalité, il faut imaginer qu'il n'y a qu'un seul curseur, mais à chaque fois on regarde la case adjacente, mais peu importe, c'est pour visualiser un petit peu mieux. Donc du coup là je me pose la question, est-ce que 4 est supérieur à 2? Oui, 4 est supérieur à 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire un swap. Je vais inverser les valeurs. Donc là où il y avait le 4, maintenant il y a le 2, et là où il y avait le 2, maintenant il y a le 4. Donc j'ai juste swappé les valeurs. Ok, très bien. Maintenant, je continue d'avancer mon curseur. Est-ce que 4 est supérieur à 3? Oui, 4 est supérieur à 3, donc du coup, je vais faire remonter, ça c'est un terme important à retenir, remonter la valeur 4 dans mon index des tableaux en faisant de nouveau un swap. Donc de nouveau, je change. Et je vais continuer comme ça, je vais me reposer la question, 4 est-il supérieur à 7? Non. Est-ce que 7 est supérieur à 0? Oui, 7 est supérieur à 0. Et bien du coup, je vais faire un swap de nouveau, et mon 0 va être remplacé, mon 7 va être remplacé par le 0, et mon 0 est remplacé par mon 7, quoi. Ok, là j'ai déjà fait un premier passage, mais c'est pas encore trié, malheureusement. Ça n'a pas suffi. On voit visuellement qu'on n'est pas très loin, mais c'est pas encore ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Et bien du coup, maintenant, je vais repartir au tout début de mon tableau. Et je vais continuer à me reposer encore une fois la même question. Est-ce que 1 est supérieur à 2? Non. Donc j'ai rien à faire. Est-ce que 2 est supérieur à 3? Non. Donc j'ai rien à faire. Est-ce que 3 est supérieur à 4? Toujours pas. Est-ce que 4 est supérieur à 0? Oui, 4 est supérieur à 0. Donc du coup, hop, je fais mon swap. Et est-ce que 4 est supérieur à 7? Non, donc je n'ai pas de swap à faire. Et je vais repartir de nouveau au début et me reposer cette question-là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le 0 va changer de position au fur et à mesure pour arriver
à sa position comme il faut, et c'est ça qu'on appelle le bubble sort. Pourquoi on appelle ça le bubble sort? Parce qu'en en fait, on fait remonter les valeurs les plus importantes dans notre tableau au bon endroit. On pourrait dire aussi qu'on fait descendre les plus petites valeurs, mais c'est plus logique de dire ça sur les grosses valeurs, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça le bubble sort, c'est parce que quand vous avez une bulle d'air au fond de l'eau, bah, elle va remonter concrètement. Bah, là c'est pareil, il faut imaginer que les bulles, c'est nos valeurs les plus importantes. C'est comme ça qu'on se l'illustre concrètement. Du coup maintenant, toujours la même chose, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans le cas où j'ai déjà un tableau trié, comme ici. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 7. Qu'est-ce que je fais? Bah du coup, si je suis ma méthode, je vais regarder la case 0 et je vais regarder la case adjacente numéro 1. Donc là où il y a le 1, en plus. Voilà. J'aurais dû prendre d'autres valeurs, mais c'est pas grave. Et du coup, je me dis, bon bah, est-ce que 0 est supérieur à 1? Non. Ensuite, je décale, je dis, est-ce que 1 est supérieur à 2? Non. Est-ce que 2 est supérieur à 3? Toujours pas. Est-ce que 3 est supérieur à 4? Toujours pas. Est-ce que 4 est supérieur à 7? Jamais. Donc, du coup, on en arrive à la conclusion que dès le premier passage, quand notre set de données, donc là notre tableau est déjà trié, je n'ai absolument rien à faire. Et ça présente un super avantage, encore une fois, dans la logique de Big O Analysis. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, eh ben en fait, on a juste parcouru n éléments de notre liste pour regarder à chaque fois, pour vérifier si c'était bien trié ou pas. Et comme c'est bien trié, et qu'on n'a rien eu à faire, eh ben c'est fini, bonne journée, au revoir. Bien entendu, par contre, dans le pire des scénarios, et dans l'average, donc la moyenne, ça reste au n carré. Et ça, c'est toujours un problème entre guillemets. Mais justement, on va en parler. Imaginons maintenant qu'on oppose un petit peu les deux, bubble versus selection sort. On pourrait se dire, ok, qu'est-ce qui est mieux? Bon bah concrètement, quoi qu'il arrive, en fait c'est pas terrible. On se rend compte que trier c'est super simple, mais quand nous on veut trier de la meilleure façon possible, bah c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est possible d'utiliser le bubble ou le selection sort, hein, ça veut pas dire qu'il faut jamais l'utiliser, c'est juste que c'est utilisable sur des petits sets de données. Et il faut voir comment ça s'intègre dans notre programme de manière générale. Parce qu'effectivement, si on vous demande de trier de la manière la plus efficace, vous vous imaginez bien que peu importe si vous choisissez bubble ou selection, il y a un problème. Donc du coup, la question c'est lequel quand même est le mieux, puisqu'on les oppose. Bah, on a une petite préférence pour le bubble. En plus, ça a le nom d'un personnage dans le monde de Nemo. Mais bon, je ne suis pas un enfant, c'est pas pour ça que je préfère le bubble. Mais j'aime quand même pas mal le monde de Nemo. Bref, tout ça pour dire que, bah oui, le bubble c'est pas mal parce qu'au moins quand c'est déjà trié, on n'a pas de problème. Quand on est déjà sur un set de données trié, bah au moins on s'embête pas trop avec ce genre de choses. Ok, très bien. Alors, du coup, encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer que, effectivement, trier, c'est pas si compliqué que ça, sauf quand on commence à se poser la question, justement, de se dire comment je fais de la manière la plus efficace. Et donc, du coup, on retourne à notre logique de notre précédente vidéo, de se dire, bah en fait, c'est quand même le nerf de la guerre, le fait de trier les choses comme il faut. Et on va voir d'autres manières de faire. Alors, bien entendu, hein, quand je dis que c'est le nerf de la guerre, attention, c'est pas que les algorithmes ne sont pas là pour faire uniquement des solutions de tri. On va voir d'autres cas, mais ça, ces autres cas, ces autres utilités, on les verra dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos qui arrivent sur les structures de données algorithmes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.